j'étais tellement heureuse quand j'ai fini la série. Je me suis dit waouh, mais j'ai découvert une série juste dingue. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler roman graphique, bande dessinée, manga, parce que je vous fais souvent des vidéos sur mes dernières lectures romans, mais ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de romans graphiques, donc des livres avec des images. Enfin, c'est pas des albums pour les enfants, c'est très bien aussi d'en lire, hein. Mais là ce sont des bandes dessinées, des mangas et des romans graphiques. Bon, la différence entre BD et roman graphique, elle peut parfois être très floue, mais tout ça là, c'est des BD romans graphiques. J'ai donc lu 14 bandes dessinées et 11 mangas que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer par la BD que je viens tout juste de lire, Le cœur en braille de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Annelise Nalin, qui est publié aux éditions d'Argo. Il y a un roman qui a été écrit par Pascal Rutter et ici on est dans l'adaptation en bande dessinée. Une bande dessinée qui raconte l'histoire de Victor, qui est un adolescent qui ne travaille pas beaucoup à l'école, qui est passionné par le rock et son groupe de rock avec ses copains. Bref, il fait pas énormément d'efforts en cours et il va faire la rencontre de Marie-Josée qui va complètement changer sa vision de la vie. Elle va beaucoup l'aider à travailler davantage, à obtenir des meilleures notes, à être plus sérieux, mais aussi à lui faire découvrir des émotions qu'il ne connaissait pas. Sauf que Marie-Josée va au bout d'un moment devoir lui avouer un terrible secret qui pourrait potentiellement changer leur relation, le cours des choses et leur avenir. Et je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que le titre peut vous indiquer un petit peu de quoi il est question dans cette histoire. J'ai adoré cette bande dessinée, je l'ai trouvée extrêmement belle déjà visuellement, mais aussi dans les textes. Et c'est vrai que parfois dans les BD je trouve que le texte peut être un petit peu moins fort et profond et ça se rattrape par les illustrations, mais là vraiment le texte est magnifique. Il y a des phrases hyper puissantes qui m'ont touchée, qui m'ont émue. J'ai trouvé ça très très beau, vraiment. À la fin je l'ai refermé, je me suis dit waouh, mais c'est vraiment une BD coup de cœur parce que c'est trop beau à lire. Et ce qui est aussi fascinant avec les bandes dessinées, c'est qu'en assez peu de pages, je trouve, on peut aborder énormément de thématiques de manière assez profonde, et je trouve que dans celle-ci c'est extrêmement bien fait. Donc ouais, j'ai vraiment été beaucoup émue et les personnages sont extrêmement attachants dans cette histoire, donc j'espère que vous les rencontrerez, que ce soit par la BD ou par le roman. Ah, cette série, tout le monde en parle, la série Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockard, qui est publiée aux éditions Le Lombard. Je viens de recevoir le tome 3 qui sort là, qui vient de sortir je crois, si je dis pas de bêtises. Elle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elle, justement, au singulier, sans le S. C'est une fille qui paraît comme les autres, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque elle change de personnalité et cela se distingue grâce à la couleur de ses cheveux. Elle a donc à l'intérieur d'elle 5 personnalités qui ne sont pas toutes aimables et amicales, et ses amis et son entourage vont très vite s'en rendre compte. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces 5 personnalités à l'intérieur de son esprit alors que ce n'est pas le cas chez les autres? Qu'est-ce qui a engendré cela et comment arranger les choses, puisque elle va peu à peu se sentir un peu prise au piège par ses personnalités les moins positives? Et bien il faudra lire cette série pour le savoir. Alors je tiens juste à préciser que moi, quand j'ai commencé cette série de bande dessinée, je pensais que c'était sur le trouble dissociatif de l'identité, et en fait ça l'est et ça l'est pas. C'est à dire que dans l'idée de base, l'auteur scénariste il savait pas que ça existait, le TDI, mais il a un peu écrit une histoire qui s'en approche. Donc je préfère vous préciser que voilà, ce n'est pas du tout documenté en mode trouble dissociatif de l'identité, puisque l'auteur n'était pas au courant, voilà, de ce trouble existant. C'est une bande dessinée que j'apprécie personnellement beaucoup par ses illustrations. En fait c'est vraiment ce qui me le charme le plus dans cette histoire. C'est évidemment une histoire que j'aime beaucoup lire parce que je trouve l'intrigue assez chouette à suivre, mais j'avoue que pour moi le plus là il est vraiment dans les illustrations. J'aime beaucoup le style graphique, je trouve ça très joli, je trouve ça très original. Et attendez, parce que je trouve qu'en fait dans le tome 3 j'aime encore plus. Bon, regardez pas trop si vous voulez pas être spoilé, mais je voulais quand même vous montrer dans le tome 3, je trouve les illustrations encore plus, je sais pas, plus parfaites. Mais en fait je les trouve vraiment parfaites, les illustrations de cette bande dessinée. Donc j'espère que vous découvrirez cette histoire. En plus j'ai une dédicace. C'est vraiment une série qui se lit toute seule, ça se dévore, et j'ai beaucoup aimé en tout cas les idées de l'auteur et les dessins de l'illustratrice. On passe à la bande dessinée Dérangée de Manon et Greg Blondin, publiée aux éditions Bambou, qui est une bande dessinée qui met en scène une jeune fille qui s'appelle Laure, enfin une jeune femme plutôt, et elle va avoir sa petite voix dans sa tête qui va soudainement se matérialiser devant elle. Elle est ici. Parce que Fleur, elle a un petit peu de mal à gérer sa vie en ce moment, et cette petite voix va l'aider à un peu tout remettre en ordre autour d'elle, dans ses relations, dans ses habitudes, dans son quotidien, malgré les doutes que ses parents peuvent avoir sur l'avenir professionnel de leur
fille. Et alors c'est vraiment une bande dessinée dont les illustrations m'ont tout de suite charmée. Vous savez que moi je suis une grande fan de Lou, de Julien Nil, et j'ai retrouvé un peu ce style, c'est pas du tout du copiage ou quoi, pas du tout, mais j'ai retrouvé ce style d'illustration que j'adore. Par exemple il y a le petit chat qui s'appelle Flocon, il est trop mignon et vraiment il m'a fait craquer absolument à chaque page et ça m'a beaucoup fait penser au chat de Lou, c'est pour ça que je vous parlais de Lou. Puis aussi le personnage est blond donc tout de suite voilà je fais des rapprochements, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un style graphique qui me touche particulièrement. C'est vrai que plus ça va, plus je lis des BD et plus je trouve aussi mes propres goûts et j'ose aussi dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas, parce que c'est un petit peu dur au tout début quand on commence, parce qu'on se dit est-ce que il y a un artiste derrière tout ça, donc c'est pas évident de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas une illustration, mais on peut tout simplement dire que voilà ça nous touche plus ou moins selon le style et ça j'adore. En fait c'est un style qui me ressemble beaucoup je trouve. C'est assez lumineux, c'est assez joyeux, c'est assez drôle aussi et c'est vraiment une bande dessinée qui aborde des thématiques intéressantes, évidemment tout ce qui concerne aussi la santé mentale, prendre soin de soi, mais sans que ce soit forcément moralisateur et avec pas mal d'humour, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et heureusement il va y avoir un tome 2 parce que quand j'ai fini le tome 1 je me suis dit ça s'arrête comme ça, mais moi je veux une suite là, je veux pas laisser le personnage de Fleur maintenant. Donc je suis très contente de savoir qu'il y aura un tome 2 de cette bande dessinée. Et d'ailleurs les auteurs vont faire une tournée de dédicaces en van, je trouve ça trop stylé, dans toute la France pendant un an, et durant cette tournée ils écriront et dessineront le tome 2, donc je trouve ça trop stylé. J'espère que je les croiserai dans leur van pour avoir une dédicace, ça serait sympa. Nous passons au roman graphique Vague de froid de Jean Crémers, publié aux éditions Le Lombard, une BD que j'ai trouvée extrêmement touchante, qui m'a beaucoup plu, beaucoup émue, et dans les illustrations c'est très original, ça change mais c'est vraiment sublime à lire. On y suit l'histoire de Jules et Martin qui partent en voyage en Norvège et qui vont tenter de renouer un peu les liens entre frères, puisque le plus jeune remarque que son grand frère a tendance à se renfermer de plus en plus suite à un passé. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé justement et on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Et justement Martin cache un secret qui ne vaut peut-être pas la peine de tourner le dos à tout le monde ainsi qu'à son frère qui est quand même un membre important de sa famille, mais vous verrez en lisant cette histoire qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui constitue ce secret. J'ai beaucoup aimé cette histoire, déjà les relations entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans les livres, et ici entre deux frères qui ont quand même un lien assez fusionnel, même si ça s'est un petit peu étiolé avec le temps, et on sent qu'ils vont tenter de cultiver ce lien et de le faire renaître, et j'ai trouvé ça très beau. J'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont hyper claires. En fait il y a toute la clarté de la montagne, de la Norvège qui ressort par les illustrations et j'ai trouvé ça très beau. On est dans des couleurs qui sont toujours un petit peu, vous voyez il n'y a pas 3 tonnes de couleurs par illustration, on a toujours une colorimétrie qui se respecte et j'ai trouvé ça très joli. Et je l'ai vraiment lu avec un grand plaisir ce livre. J'ai vraiment trouvé cette histoire hyper prenante et très touchante, ça m'a bouleversée de le lire et j'espère que vous ressentirez la même chose en lisant ce livre, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait ce que j'aime dans les BD c'est aussi qu'on les lit un peu comme on regarde un film ou une série. Il y a ce truc où nos yeux suivent des illustrations, les images sont formées par les illustrations et pas par notre esprit, mais ça nous permet quand même de nous évader à travers le livre et ça me l'a beaucoup fait avec Vague de froid. Ça donne clairement envie de voyager en Norvège, par contre vous êtes prévenus. Ensuite on passe à Demon in the Wood, le secret du Darkling de Leif Bardugo et Danny Pendergast, qui est publié aux éditions Milan. C'est un roman graphique sur la saga du Grishaverse. Alors moi je ne connaissais pas le Grishaverse, mais du coup j'ai organisé une chasse au livre autour de ce livre, donc je l'ai lu évidemment et j'ai adoré cette histoire. Mais vous savez je suis pas très fantastique dans les romans, dans les BD ça va beaucoup mieux, mais dans les romans j'ai plus de mal à entrer dans l'histoire, et du coup je suis ravie d'avoir pu un peu connaître un bout de l'histoire du Grishaverse grâce à cette bande dessinée. Et surtout moi j'ai adoré le style des illustrations, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, ce style un peu, je saurais pas du tout décrire, enfin vraiment je suis nulle pour vous décrire des BD, j'ai l'impression que j'arrive pas à dire ce que j'ai vraiment ressenti en voyant les illustrations ou en lisant l'histoire. Bref, dans cette histoire on suit le Darkling qui est en fait je crois le méchant de la saga du Grishaverse, et là on est dans son passé et on va découvrir pourquoi justement il est devenu méchant, d'où viennent ses pouvoirs, qu'en a-t-il fait et pourquoi est-ce qu'il est devenu autant extrême, même si moi je n'ai pas lu Grishaverse donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ces sagas. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman graphique qui est quand même assez long. Moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de pages et du coup j'ai passé un bon moment dans cette histoire, assez long justement, et ça m'a beaucoup plu d'en savoir plus sur cet univers que je ne connaissais absolument pas. Je pense que si vous connaissez le Grishaverse, que vous aimez les romans, ce livre est complètement fait pour vous parce que vraiment vous allez en apprendre beaucoup plus sur les origines de tout ce monde. Encore une fois j'ai beaucoup aimé la colorimétrie qui est dans les mêmes teintes que la couverture, hein, dans les tons
violet, bleu foncé. Je trouve ça très joli. Et puis bah comme je vous le disais, j'aime beaucoup le style graphique, les personnages, tout ça. En fait c'est assez simple, ça regorge pas de détails, mais en même temps, je sais pas, ça donne un effet qui me plaît beaucoup. Et dans l'harmonie des couleurs et tout, je trouve ça très très beau. Mais vous voyez, je suis nulle pour en parler. On passe à Fée des 60s de Maro et Macayon, publié aux éditions Les Humanoïdes Associés. C'est le tome 1, même si en fait ça va être une série en 4 tomes, mais avec des histoires distinctes. C'est-à-dire que vous pouvez tous les lire, mais vous pouvez n'en lire qu'un, ça ne se suit pas vraiment. Donc là le premier tome s'appelle Les disparitions d'Imbolc, ou d'Imbolc si je le dis pas bien. Ça se passe en Angleterre dans les années 60, dans un monde où les fées cohabitent avec les humains. Il va y avoir d'étranges disparitions qui se passent le jour d'Imbolc, qui est une cérémonie païenne ancestrale, et ça va justement semer la panique. Et on va suivre un personnage féminin qui est journaliste et qui va tenter de prouver que les fées sont nocives pour le monde humain. Sauf que vous allez voir que ça va tourner bien différemment de ce à quoi elle s'attendait. Alors là, ma référence principale, c'est vraiment les Winx. J'avais l'impression d'être une ado qui découvre une BD un peu dans l'ambiance des Winx, mais pour adultes, enfin pour ados et adultes, mais en tant qu'adulte ça m'a beaucoup plu, c'était intéressant aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, j'ai vraiment beaucoup aimé justement ce côté Angleterre des années 60. Je trouvais ça très agréable à lire et à découvrir par les illustrations, et surtout d'être dans un monde comme ça où les fées et les humains cohabitent. Je trouvais ça hyper original. En fait je trouve que les illustrations sont très belles, surtout quand elles vont, il y en a certaines qui vont vraiment être en pleine page. Au tout début j'étais pas sûre d'être totalement attirée par le style graphique, et finalement c'est un style que j'ai beaucoup aimé au fur et à mesure de l'histoire. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et ça me le fait beaucoup avec les bandes dessinées, d'être parfois un peu dubitative au début en mode je sais pas si ce style me plaît, mais qu'en fait le style et l'histoire vont si bien ensemble que je suis tout de suite prise au jeu, et après j'adore. Par exemple Timothée Le Boucher, c'est typiquement un auteur où ça m'a fait ça au début, j'étais en mode les illustrations, et en fait révélation, c'est mon auteur de BD favori, comme quoi. Et puis vraiment toutes les illustrations qui ont attrait au monde des fées, j'ai adoré. Donc vraiment je vous recommande si les fées c'est quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie, le soupçon de magie sans que ce soit extrême bien sûr. Et moi j'ai hâte de lire les tomes suivants en fait. Puis j'ai adoré travailler sur cette BD parce que j'ai pu me déguiser en fée. On passe à un livre plus historique, La Chambre des officiers de Philippe Charlot et Alain Grand, qui est une bande dessinée adaptée du roman de Marc Duguin. La BD est coéditée par J.C. Lattès et Grand Angle. Et ce roman de Marc Duguin, quand j'ai parlé de cette BD sur Instagram, je me suis rendu compte que vous étiez énormément à l'avoir lu, à l'avoir étudié pour les cours d'ailleurs, parce que ça raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale, lorsque certains hommes étaient blessés, défigurés, et ils étaient envoyés, là dans le cas de cette histoire, au Val-de-Grâce, dans des chambres réservées aux officiers. Et justement dans cette histoire on suit le personnage d'Adrien qui va être victime d'un éclat d'obus et qui va donc avoir des blessures au visage et devenir officiellement une gueule cassée. Et donc il est envoyé au Val-de-Grâce où il va passer 5 années à se faire faire le visage, faire de la rééducation, faire des greffes, faire de multiples opérations. Et dans cette BD justement on va suivre un petit peu le quotidien au Val-de-Grâce, tout ce qui s'y passe, toutes les personnes qui y arrivent, qu'est-ce que ça fait aussi d'en sortir au bout d'un moment et de devoir se mêler aux autres quand on a des blessures au visage qui peuvent parfois paraître très effrayantes pour des personnes qui ne les ont pas vues, qui ne les comprennent pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme bande dessinée, c'est extrêmement détaillé. Et justement pour avoir travaillé sur la BD, j'ai découvert que vraiment l'auteur et l'illustrateur ont eu un sens des détails très précis. On fait beaucoup de recherches pour que tout soit le plus ressemblant possible, et du coup j'adore quand les bandes dessinées sont aussi instructives et enrichissantes en plus d'être passionnantes et de nous faire passer un bon moment. Là il y a vraiment cette valeur ajoutée en fait historique que j'ai beaucoup appréciée. J'en ai appris plus sur une période qui est encore parfois un petit peu floue à certains endroits pour moi, et c'était très intéressant. Donc je vous recommande vivement cette BD si c'est un sujet qui vous fait envie, qui vous tente. Ça reste un petit peu difficile au début, moi quand je l'ai commencé je me suis dit c'est pas facile, même si ce ne sont que des illustrations, des fois ça reste un peu choquant et ça fait quelque chose, mais en même temps c'est important justement de savoir ces faits historiques là qu'on ne nous apprend pas toujours, même si je sais qu'on nous l'apprend, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas entendu parler pour ma part, donc du coup ça m'a vraiment permis de me replonger un petit peu dans cette partie de l'histoire que je connais moins. Puis j'ai lu très récemment Les Pays d'Amir de Séverine Vidal et Adriane Huelva, publié aux éditions Grand Angle. Séverine Vidal est une autrice que j'adore, une de mes autrices préférées, donc j'étais ravie qu'on me propose cette bande dessinée qui est une très belle histoire. C'est l'histoire de Amir qui est un réfugié syrien qui est en France depuis quelques temps, sauf que le lieu où il est réfugié va subir un incendie et il va perdre le peu d'affaires qui lui
rester. Solange, elle est infirmière, elle fait des maraudes et ce soir-là elle va rencontrer Amir et elle va lui proposer une place chez elle parce que elle n'a pas envie de le laisser dans cette galère là. Amir va alors faire la rencontre de toute la famille de Solange, ses enfants. L'intégration se passe assez bien sauf avec le père de Solange qui est directeur d'un restaurant et qui est très raciste. Ça va être très compliqué pour Amir, mais justement j'ai trouvé que c'était des thématiques qui étaient hyper intéressantes abordées de ce point de vue là, parce que des fois les personnages vont avoir tendance à dire oui mais tu sais c'est mon père, il est d'une autre époque, et Amir va dire oui mais en fait ça ne change pas le fait que ça me blesse à force, tout ce racisme systémique, ces petites piques, ces petites réflexions sans cesse. Et Amir, il est passionné de cuisine, ce qui fait que lorsque le père de Solange va tomber malade, Amir va travailler dans son restaurant et va pouvoir faire découvrir un petit peu les saveurs de son pays à des clients qui ne sont pas habitués à cette nourriture là mais qui vont beaucoup l'apprécier. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une très belle histoire, très touchante. Encore une fois la colorimétrie, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on est sur des couleurs très chaudes tout au long de l'histoire, qui rappellent d'ailleurs justement les couleurs de la couverture, qui rappellent aussi l'Orient puisque ce sont des couleurs qu'on y associe beaucoup. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu, qui je trouve aborde des thématiques importantes et que Séverine Vidal expliquait avoir écrit justement parce que elle a travaillé, elle fait des ateliers auprès de jeunes qui sont parfois des réfugiés mineurs isolés, et qu'en fait suite à plein d'ateliers elle a eu envie d'écrire cette histoire pour parler du parcours d'Amir, qui est le parcours d'énormément de personnes qui arrivent en France et pour qui l'intégration n'est pas toujours évidente. Je trouve ça tellement important, des livres qui en parlent. Ici une bande dessinée qui peut toucher en plus un jeune public pour en parler, pour montrer à quel point le racisme n'a pas sa place entre les êtres humains, et justement je trouve que cette BD le fait très bien tout en parlant d'Amir, de sa vie, de ses pensées. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, donc j'espère que vous le rencontrerez en lisant cette BD. Ensuite j'ai lu une bande dessinée pour un public un peu plus jeune, Totem de Kit Toussaint et James Chris, publié aux éditions Bande d'Ados chez Bayard. C'est l'histoire d'un jeu vidéo qui s'appelle Totem, qui est livré dans une boîte mystérieuse, un truc de réalité virtuelle, et il y a 3 personnages qui vont recevoir ce jeu chez eux. Tout d'abord Abel, qui est un garçon en France qui est assez solitaire, qui fait plein d'analyses de jeux vidéo qui sont très prisées en ligne. Il y a en Turquie le personnage de Elif, qui est une jeune fille hyper têtue mais très douée aux jeux vidéo. Elle bat tout le temps ses frères alors qu'ils sont plus grands qu'elle. Et enfin au Canada on va suivre Yorick, qui est très populaire dans son lycée et qui est très bon en énigmes et en stratégie, et tous les 3 vont se rencontrer à travers ce jeu Totem puisque ils sont tous les 3 à avoir reçu cette boîte mystérieuse. Alors il y a d'autres intrigues au cours de cette histoire. On apprend que dans le monde il y a une sorte d'épidémie de virus un peu bizarre qui sévit et on ne comprend pas trop à quoi c'est dû, mais du coup c'est un tome 1 Totem, donc je saurai dans la suite. Ça s'appelle Totem premier niveau, et en fait j'ai trouvé que c'était une bande dessinée qui était vraiment chouette pour des adolescents et adolescentes. Je pense que justement pour entrer un peu dans leur passion pour les jeux vidéo, une BD qui en parle c'est génial, surtout qu'il y a pas mal d'intrigues dès le tome 1 et on a très envie d'avoir le tome 2 pour connaître la suite. Donc écoutez, j'ai hâte moi d'avoir le tome 2 pour connaître la suite, parce que la fin du tome 1 c'est très énigmatique et mystérieux, et ce jeu vidéo pareil c'est assez mystérieux, on sait pas pourquoi ces 3 jeunes ont été réunis pour y jouer, et c'est toute l'intrigue principale de l'histoire. Au niveau des illustrations, c'est pas mon style favori, vous voyez ce que je vous disais, petit à petit je me forge un avis sur mes goûts d'illustration, mais j'ai trouvé ça quand même assez efficace, ça rend assez bien, et encore une fois dès que je suis dedans, tout de suite c'est beaucoup plus fluide, donc j'espère que ça vous fera la même chose si vous découvrez cette BD ou que vous l'offrez. Ici on est typiquement sur une bonne BD à offrir à un ado ou une ado. Et enfin j'ai reçu et lu la saga Métaux, qui à l'origine est une série de romans de Yves Grevet, ici illustrée par Liliane Nesmo et Lérol, et écrite aussi puisqu'il y a un scénario, tout ça. Et donc Métaux c'est l'histoire de 64 garçons qui vivent dans un pensionnat qu'on appelle la maison. Ils sont cloîtrés, ils doivent écouter les Césars qui sont les chefs, et s'ils ne suivent pas les règles ils sont punis. D'ailleurs ceux qui n'obéissent pas finissent par disparaître, et on va suivre le personnage de Métaux qui est intrigué par tout ce qui se passe autour de lui, qui se demande pourquoi ils ne sont pas vraiment libres dans cet endroit. Justement il va potentiellement donner l'espoir à ses camarades de faire autre chose que de rester cloîtré là. Et alors je vous avoue que les illustrations ça m'a un peu refroidi au début. J'ai fini par m'y faire puisque j'ai lu les 3 tomes, donc du coup j'ai fini par m'y habituer et ça allait. Mais on a aussi un autre point un peu négatif, c'est sur l'intrigue. L'intrigue est géniale dans son ensemble, c'est à dire que j'aime beaucoup les thématiques et tout, mais je pense que dans l'univers des BD elle est un peu trop survolée par rapport aux romans. Je n'ai pas lu les romans, mais les romans ont des avis tellement positifs que je me dis que dans les BD on sent que l'intrigue est plus légère, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que même si j'ai été très prise par l'histoire du début à la fin, parce que bien sûr c'est très intriguant, très mystérieux, on a envie de lire pour en savoir plus, mais j'avoue que j'aurais préféré que ce soit un peu moins
survolé. Je suis quand même très contente d'avoir lu les BD pour avoir enfin découvert cette histoire dont tout le monde parle, mais je suis pas aussi conquise que je l'attendais malheureusement. Nous passons à un format qui est un mix BD manga. En fait c'est un format BD au niveau taille parce que c'est très grand, vous voyez ça c'est la taille d'un manga, donc vraiment il y a une bonne différence, mais c'est un manga puisque ça se lit dans le sens du manga et c'est un manga à l'origine. Il s'agit de Elle de Kuta Minami, publié aux éditions Pika Graphique, qui est un manga qui est adapté du roman de Delphine de Vigan d'après une histoire vraie, qui est un de mes romans préférés. C'est mon roman préféré de Delphine de Vigan. J'avais adoré cette histoire hyper glauque, tordue, malsaine. J'adore les trucs comme ça, vous commencez à me connaître. Ici c'est l'histoire de Yu qui a connu un énorme succès pour son ouvrage qui aborde le suicide de sa mère, sauf que après ça elle se retrouve un petit peu confrontée à l'angoisse de la page blanche. Lors d'une séance de dédicace, elle va rencontrer une jeune femme énigmatique qui s'appelle Eru. Elle va rapidement nouer une relation très profonde avec ce personnage. Eru va la soutenir, l'encourager sans rien attendre en retour, si ce n'est que Yu écrive l'œuvre la plus aboutie de sa vie. Donc il va quand même y avoir un rapport un peu étrange qui va se nouer entre ces deux femmes. Alors moi, en ayant lu le roman, du coup je vous avoue que je savais un petit peu tout ce qui allait se dérouler. Donc l'auteuriste a pris pas mal de liberté sur l'intrigue principale et justement l'explique. Il y a 2-3 fois dans l'histoire où on va avoir des pages plus rédigées en fait, où l'auteuriste se confie un petit peu, explique comment a été écrite cette histoire par rapport au roman, etc. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors j'ai beaucoup aimé les illustrations, je les ai trouvées très belles. J'ai beaucoup aimé l'histoire aussi dans son ensemble, vraiment c'est très prenant, c'est très malsain comme le roman, j'adore. C'est très bizarre, mystérieux et il y a une ambiance un petit peu malsaine qui plane et moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très bien retranscrit dans cette histoire. Même si du coup la relation entre les personnages principaux est différente du roman de Delphine de Vigan et du coup c'est vrai que sur ça peut changer je trouve pas mal de choses au sens de l'histoire, sens premier, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne très bien dans cette version là aussi. Alors moi j'adore cette histoire que je trouve très glauque, et puis le côté thématique de l'écriture, tout ça, les thématiques des relations un petit peu très profondes mais un petit peu trop profondes, enfin vous verrez en le lisant, mais vraiment si vous hésitez, moi je vous le dis, n'hésitez pas, découvrez cette histoire parce que on est sur une auteurice très talentueuse, et je crois qu'il y a d'autres mangas de sa plume et de ses dessins, il faut que je découvre ça très vite. Et enfin une saga de manga coup de cœur, Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, publié aux éditions Vega Dupuis, qui est une saga en 10 tomes. Je les ai dévorés, j'ai adoré, j'ai trouvé ça exceptionnel, incroyable. Vraiment c'est ma saga manga coup de cœur, je ne pouvais pas rêver mieux en la lisant puisque vraiment quand j'ai fini je me suis dit ok, là ça rentre dans mes coups de cœur manga et vraiment je pense que Le Sablier c'est ma saga coup de cœur, Le bateau de Thésée est en 2e position. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était génial. Par contre c'est très sombre, c'est très glauque, c'est très étrange, c'est très mystérieux, ça fait peur, c'est assez dur à lire, donc je précise, mais c'est génial. L'histoire se passe, en tout cas une partie de l'histoire se passe en 1989, en juin plus précisément, où une affaire d'empoisonnement va frapper une école primaire du village d'Oto-Osu qui va faire 21 victimes. Le coupable désigné c'est le policier du village qui s'appelle Bungo Sano, et 28 ans après les faits, son fils, qui ne connaît donc pas du tout son père, décide de le rencontrer, lui en parler parce que son père a toujours clamé son innocence et ça intrigue beaucoup son fils qui s'appelle Shin, et Shin va lors de ce parcours en fait être soudainement pris dans une sorte de brume blanche qui va le faire voyager en janvier 1989. Il va alors arriver dans ce village qui 6 mois plus tard va connaître ce drame et il va potentiellement pouvoir l'en empêcher ou pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il remonte le temps, est-ce que c'est juste des souvenirs, est-ce que c'est juste pour découvrir la vérité? Vous le saurez en lisant cette histoire. J'ai trouvé ça incroyablement bien fait, surtout que dès le début on comprend que de janvier à juin il y a déjà des événements un peu mystérieux qui se passent dans le village et que le fameux policier qui a été accusé du crime en juin, il essayait d'enquêter sur les différentes affaires avant juin, je n'en dis pas plus. Mais du coup j'ai adoré, j'ai trouvé que l'intrigue était très bien menée, j'ai trouvé que l'auteur arrivait à nous mener en bateau et à nous faire valdinguer et nos émotions sont juste décuplées. C'est absolument affreux de lire cette histoire. Il y a des scènes assez difficiles mais en même temps c'est réaliste aussi sur ce qui peut parfois arriver face à des fous, des psychopathes. Et j'ai beaucoup aimé l'avancée de l'histoire, les nouveaux personnages, les intrigues supplémentaires. C'est hyper prenant, c'est vraiment une superbe enquête policière sous forme de manga. J'ai adoré les personnages, je les ai trouvés très attachants pour la plupart. Et j'aime beaucoup le fait que dès le début on nous sème quelques indices mais les indices ne font pas tout et il faut avancer dans l'histoire pour vraiment tout savoir et comprendre les tenants et les aboutissants. Mais du coup s'il y a bien une série de mangas que je vous recommande fois 1000, c'est Le bateau de Thésée, si vous êtes accroché psychologiquement pour la lire. Par contre je précise, parce qu'il faut s'accrocher, mais en même temps
J'étais tellement heureuse quand j'ai fini la série, je me suis dit waouh, mais j'ai découvert une série juste dingue. Et voilà pour cette vidéo roman graphique, bande dessinée, manga. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture en livres illustrés. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça me remotive à lire des bandes dessinées, j'en ai lu pas mal quand même, mais la plupart en fait ce sont des partenariats qui ont eu lieu sur Instagram, sur TikTok, bref. Et du coup j'ai peu lu de BD de moi-même et c'est frustrant, donc il faut que je m'y remette. En fait les mangas je les ai vraiment lus de moi-même et dans les BD il y en a une ou deux que j'ai lu de moi-même, mais le reste c'était souvent des collabs, donc c'est vrai que j'ai envie de me lancer dans telle BD qui me fait envie à tel moment, mais il faut que je trouve le temps. Si vous avez des recommandations de BD ou de manga à me faire dans les commentaires, c'est votre moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous.